Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Nous allons revenir sur l'attaque qui a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 octobre 2024 sur l'Iran, attaque venant du vecteur aérien de l'armée aérienne de 100 avions de chasse israéliens. Le plan aujourd'hui, et je vous rappelle, la vidéo est disponible en multilangue, vous avez juste à changer ici la langue si vous souhaitez la partager à l'international. Le plan est très simple. Dans un premier temps, nous allons regarder ce qu'est l'armée israélienne, c'est important pour poser les bases. En numéro 2, on va se focaliser un petit peu sur l'attaque, ce que l'on sait au 26 octobre au soir, de sources ouvertes mais confirmées. Et ensuite, en numéro 3, nous allons regarder plus en détail, analyser d'un point de vue purement technique, les images qui nous ont notamment été fournies par l'armée israélienne. Il y a 2-3 petits détails intéressants. Dans un dernier temps, on va ouvrir un petit peu sur ce qu'on appelle ici les two sense, 2-3 axes de réflexion et également les ouvertures possibles dans le futur. Allez, jingle. Alors comme vous savez, chez Débrief, on prend les méthodes de l'aviation, militaire ou civile, et on les adapte à votre industrie, et votre événement sert de support pour qu'on explique tout ça à vos collaborateurs. Donc on fait ça sur des formats avec beaucoup de personnes, des grands groupes ou des groupes plus restreints en mode formation professionnelle, mais toujours avec nos fidèles alliés, les simulateurs de vol. Et pour s'assurer que les avions sont bien chauds avant que vous preniez les commandes, en plus, on vous échauffe les moteurs. Allez, à très vite dans votre événement et fly safe. Juste avant d'attaquer, petite déclaration de biais. J'étais pilote de chasse français, je suis allé au combat dans la zone Irak 2015-2016 en tant que militaire français. Je suis franco-canadien et j'ai grandi dans un univers avec un père pilote de chasse français et également sur une base de la Royal Air Force. Donc forcément dans ma manière de voir les choses, dans ma structure du cerveau, dans ma manière de débriefer, d'analyser les événements, vous allez voir ressortir un biais qui est celui de ma formation et de ma structure d'esprit. À partir de là, j'essaye toujours de bien me rappeler que j'ai ce biais afin de le poser à plat et d'essayer d'éviter des biais de confirmation et d'éviter que cela n'altère mon jugement. Et si on veut faire un petit débrief de ce que vous avez annoncé sur cette chaîne, regardez ce que l'on pensait être la meilleure option pour Israël qui avait annoncé qu'elle allait frapper l'Iran. Eh bien on avait dit, comme vous allez le voir, que l'on pensait que le mieux serait de taper les sites de missiles balistiques, mais surtout les usines de drones. Et quelque chose qui aurait un impact d'un point de vue international, vous pouvez également taper les usines de fabrication de drones ou de missiles. Pourquoi un impact au niveau international? Car forcément, cela aurait un impact sur l'Ukraine et la Russie. Et ça serait peut-être le type d'attaque qui cocherait au final le plus de cases sans pour autant amener vers une escalade de la part des Iraniens. Donc si, personnellement, je vais vous donner mes two cents, je devais prendre une décision, je pense que ça serait contre l'industrie de l'armement iranienne, car cela viendrait aider les Américains sur plusieurs de leurs fronts par proxy. Et je vous donne dans le mille, les usines de drones ont en effet été touchées, comme les usines de fabrication de missiles balistiques. Mais on commence par l'armée israélienne. On a fait très simple, l'armée israélienne, ça date depuis le 28 mai 1948. Et en termes de format, c'est plus petit que l'armée française. 34 000 militaires, 55 000 réservistes, et c'est là la grosse force des Israéliens, cette capacité à monter en volume RH. Vous avez 150% en plus d'un coup dans votre armée, et 613 aéronefs, mais là attention, et on le voit bien sur les images qu'on va étudier tout à l'heure, tout n'est pas tout neuf. Vous avez du F-15AC, dont certains même avaient perdu leur aile à l'époque, on en reviendra, on en a déjà parlé sur la chaîne, du F-15I, quand même plus moderne, vous avez donc 66 F-15 qui ont été très utilisés pour ces missions. Vous avez après le gros de la flotte, c'est 175 F-16, différentes versions, DC, DI, plus ou moins anciennes, et après vous avez les nouveaux, ils en ont 39, F-35I, et d'ailleurs les binationaux ont été interdits de voler sur F-35, les Américains ne souhaitant pas que des binationaux, moi je suis franco-canadien par exemple, puissent voler sur F-35. À côté de ça, on a également des commandes en cours, notamment l'Eagle 2, la nouvelle version du Eagle avec 50 commandes en cours. Pourquoi c'est important ces commandes en cours? Bien parce que l'armée de l'air israélienne a toute une partie qui est très vieillissante. Un bon moyen, c'est regarder un peu les cockpits des avions. On voit bien quand ils sont tout abîmés, c'est souvent que les avions sont quand même assez anciens. Ils ont certains F-16, certains F-15 qui sont vraiment anciens et il est temps pour eux de les changer, surtout qu'on voit que depuis quelques mois, quelques années, leur rythme opérationnel est quand même absolument énorme. On va revenir sur le sujet. À côté de ça, c'est bien d'avoir des chasseurs. Si vous voulez les projeter à 2000 km, il vous faut des tankers. Là encore, les Israéliens se font un peu surprendre par le timing. Ils ont 7
KC-707 qui peuvent faire ravitailleur, mais ils ont une commande en cours de 8 KC-46. Pourquoi? Parce que le 707, c'est vieux, et même très vieux. Même s'ils ont mis à jour leur système de ravitaillement à l'arrière, pour projeter une force aérienne, pour projeter des centaines d'avions, 707, ça ne va pas vous emmener très très loin. En France, maintenant, on a les A330 MRTT. À côté de ça, ils ont des 707 AEW, leur sorte de petits AWACS locaux, et des Gulfstream 550 également qui permettent de faire de la veille aérienne si vous souhaitez. Donc on est sur un format d'armée qui est gros pour la taille géographique du pays, qui n'est pas énorme, c'est pas l'armée américaine si vous voulez, mais c'est à noter, ils ont cette capacité d'augmentation grâce à la réserve, chose que, il faut être franc, concept qui pourrait nous être très utile en France. À partir de là, ce qui va limiter votre projection, toujours, c'est les emports de pétrole, c'est les ravitailleurs, c'est pour ça qu'on va voir des images avec les avions équipés avec le maximum de pétrole en externe, ou qu'ils ont des F-16 spéciaux, avec les CFT, les réservoirs de peau qui viennent augmenter la portée, le range comme on dit, le rayon d'action des F-16 sans pour autant trop augmenter la traînée. Quand vous avez ces sortes de réservoirs, là c'est CFT, ça vous permet d'aller plus loin, d'emporter du pétrole sans pour autant voilà, avoir à trop sacrifier de traînée. Le fuel est vraiment le nerf de la guerre. Dès que vous commencez à mettre des bombes, dès que vous commencez à mettre des réservoirs, je vais vous donner juste un petit ratio, un Rafale en lice à haute altitude versus un Rafale avec 3 bidons plus 2 fois 2 bombes sous les ailes, vous avez grosso modo un rapport de 1 à 4 en termes de consommation, juste à cause des emports sous les ailes. Donc c'est vite monstrueux pour tous ces avions qui ne sont pas dotés de soute. Le F-35 est doté de soute, et donc eh bien, vous avez forcément une meilleure traînée, un meilleur coefficient de pénétration dans l'air. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'armée israélienne et leur matériel. Par rapport à l'attaque, ce que l'on sait, c'est qu'il y avait F-15, F-16, F-35. Ils ont donc tout envoyé. On ne sait pas à l'heure actuelle s'il y avait du Golf 550 ou du KC-707, même s'il est plus que probable qu'il y avait un accompagnement de tankers. Cela a été fait la nuit. Pourquoi la nuit? L'espace aérien est beaucoup plus clair, et qu'en regardant Flight Radar, on se rend compte qu'il n'y avait pas grand monde en vol à ce moment-là. D'ailleurs, l'Iran a après fermé son espace aérien. Vous allez donc pouvoir transiter et allez vous rendre sur place. Il faut voir avec les Jordaniens, voir avec l'Irak si vous pouvez traverser, sinon il faut faire tout le tour, c'est pas du tout la même, il vous faut plus de tankers ou des tankers alliés. Les Américains ont annoncé qu'ils n'avaient pas participé, donc c'était probablement au plus court. Quelques images ont fuité où on voit notamment au-dessus de la Jordanie de l'avion de chasse à basse altitude. C'est intéressant ce basse altitude parce qu'on peut se poser la question, très loin de l'Iran, pourquoi voler bas? Donc à l'heure actuelle, on ne dispose pas d'assez d'informations pour avoir une idée du profil de vol. Le plus logique serait de monter à haute altitude et de tout faire à haute altitude, parce que c'est là où vous allez le moins consommer. Maintenant, si vous voulez rester discret, vous allez avoir des passages à basse altitude, mais dans ce cas-là, vous allez essayer d'éviter les zones de population. Dans tous les cas, apparemment, il y a eu 3 vagues. Première vague de SEAD ou de DEAD, Suppression of Enemy Air Defense ou Destruction of Enemy Air Defense. L'idée là, c'est de créer un passage, d'ouvrir un passage au niveau des défenses aériennes adverses. Ça, c'est la théorie. L'autre possibilité, c'est également de détruire tout simplement les défenses adverses. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que face par exemple à un S-300, un S-400, un Patriot, n'importe quel type de système, en fait, le talon d'Achille d'une batterie de défense aérienne, et les grosses, comme on a pu le voir du côté de Téhéran, sont fixes, sont installées, on connaît leur position. Le talon d'Achille, ce n'est pas le lanceur. Le talon d'Achille, ce n'est pas la réserve de missiles stockés. Le talon d'Achille, c'est le radar. Sans radar, votre missile, il ne voit rien et vous n'allez pas pouvoir l'envoyer. Vous avez généralement 2 types de radars. Un radar de veille et un radar après qui va faire de guidage pour le missile. Si vous détruisez le radar de veille, votre radar qui lui se concentre, il va avoir du mal à accrocher. Et il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. C'est propre à chaque système. Si vous voulez prendre aucun risque, vous détruisez le radar de veille, vous détruisez le radar qui fait le guidage final, et là vous avez 0 risque que tous ces beaux missiles puissent voler. Ils sont bloqués au sol et votre système est incapacité. Ces radars coûtent très cher, il n'y en a pas forcément énormément, c'est un excellent moyen de gêner la défense adverse. Autre possibilité, taper également les centres de contrôle. Apparemment, il y a eu 2 morts dans la frappe. Ils étaient dans le centre de contrôle de commandement d'un S-300. Ça aussi, c'est là où il y a toute l'informatique. Si vous tapez le PC, vous pouvez avoir tous les écrans que vous voulez, la souris, le joystick, tout ça c'est bien. Mais sans le PC, ça ne fonctionne pas. Et sans écran non plus. Donc ça, c'est la première vague. La deuxième et troisième vague auraient ciblé des sites
un peu partout dans le pays. On commence à avoir des cartes qui remontent. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que l'on voit ressortir, c'est deux grandes tendances. Certains sites militaires ont été tapés, mais surtout certains bâtiments, dont des bâtiments assez modernes, des bâtiments qui avaient moins de 2-3 ans dans certains sites un peu cachés dans le désert. Ce qu'il en ressort, c'est deux grandes tendances. Les tendances, c'est de la cible plutôt contre du missile balistique et de la fabrication de missiles balistiques, et contre du drone. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous disais il y a quelques semaines que c'était le plus probable? En tant que militaire, on réfléchit toujours à 3 options et on étudie toujours ce qui peut se passer dans un cas comme ça en se posant la question: quel est le scénario le plus probable? Quel est le pire scénario? Et quel est le scénario si c'est plus facile que prévu? Le plus probable, moi ce que j'avais avancé, c'était de s'attaquer à tout ce qui est capacité de fabrication industrielle de missiles balistiques et de drones. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'oncle Sam, les États-Unis derrière, qui ont commencé à mettre un peu des vétos en disant on ne veut pas que vous touchiez au nucléaire, on ne veut pas que vous touchiez au pétrole, et à partir de là, qu'est-ce qui serait dans l'intérêt des États-Unis? Dans l'intérêt des États-Unis, qui ont un autre front ouvert avec l'Ukraine, eh bien ça serait de réduire la capacité des Iraniens de fournir tout simplement du Shahed et du missile balistique aux Russes. Donc si vous faites une frappe par les Israéliens sur les usines de Shahed, sur les usines de missiles balistiques qui après derrière vont en Ukraine, vous faites d'une pierre deux coups. Vous utilisez d'une certaine manière pour les Ukrainiens, pour les Américains, les Israéliens en proxy pour réduire les capacités offensives de l'armée russe. Et vous cochez en une frappe plusieurs cases. Et je pense que c'est ça qui ressort de cette attaque, c'est que c'est un très beau coup de la part des Américains par l'utilisation en proxy des Israéliens. Je m'explique, les politiques israéliens avaient eu des propos très agressifs, très forts sur cette frappe qu'ils annonçaient assez massive et impressionnante. Au final, ce sont 20 sites. Alors 20 sites, c'est pas 20 bombes, hein. C'est 20 zones qui ont été ciblées. Une réponse plus faible que ce à quoi s'attendaient la plupart des observateurs, mais une réponse intelligente au vu de la situation géopolitique mondiale et au vu de la situation dans les urnes aux États-Unis. Les États-Unis avaient tout intérêt à faire un peu rebaisser les tensions, mais en profiter quand même pour cocher quelques croix, si je puis dire, et affaiblir les capacités de production industrielle des drones / missiles balistiques iraniens. Les Iraniens ont donc écouté les consignes des Américains, à savoir pas de pétrole, pas de nucléaire, mais ça c'est au 26-10. Reste à voir si ce voulait qu'un précurseur et s'il y en aura d'autres derrière. Ce n'est pas le narratif qui sort à l'heure actuelle, mais au combat, il faut toujours se méfier. Surtout si de nombreux sites de défense solaire ont été touchés, vous ne remplacez pas votre radar en quelques jours. Jeff Bezos, il ne livre pas. Donc là, vous voyez que les équipages sont ce qu'on appelle au walk. Après le briefing, ils vont à l'avion, ils ont pris les derniers éléments. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, ils partent et ils sont câblés en mode mission de guerre. Vous voyez qu'ils ont le temps. Qu'est-ce qui me fait dire qu'ils ont le temps? Ils n'ont pas les gants. Ils mettent les gants, après on les voit au roulage avec les gants. Donc ils sont vraiment tranquilles, ils ne sont pas en train de courir, ils maîtrisent la temporalité. Ils vont faire une frappe offensive, ils vont à l'avion en avance. Quand on fait une mission de guerre, par rapport à une mission d'entraînement, souvent on augmente de 50% notre temps pour aller à l'avion, de manière à s'assurer vraiment de vérifier l'armement, et puis s'il y a un souci, d'avoir le temps de prendre le spare, de prendre un avion de rechange. Donc là, ils maîtrisent bien le temps, hein. Qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement. On voit, comme je vous le disais, que les avions qui nous sont montrés ne sont pas les plus jeunes de la flotte, mais également, dans les images qu'ils nous montrent, on ne voit pas beaucoup d'armement air-sol, voire pas d'armement air-sol du tout. Donc là, vous voyez du F-15 avec de l'armement RR plutôt d'ancienne génération. S'ils envoient en effet 100 aéronefs, il y a des avions qui vont devoir taper certaines cibles et d'autres qui vont servir d'escorte. L'escorte, c'est ce qu'on appelle communément la sweep, les balayeurs, ceux qui vont passer devant, qui vont s'assurer qu'il n'y ait pas de F-14 iranien, qu'il n'y ait pas de chasse iranienne, qu'il n'y ait rien dans l'espace aérien. Ils vont avoir un gros travail de s'assurer que la voie est claire pour les MUD, pour ceux qui vont faire la boue, qui vont attaquer au sol les adversaires. Maintenant, quel type d'armement ont été utilisés? À l'heure actuelle, on ne sait pas. Vous avez capacité à tirer de très très loin avec certains armements chez les Israéliens, ou sinon vous allez vous rapprocher à quelques dizaines de kilomètres. Ce qui est peu probable, c'était de l'emploi de bombes laser. On est plutôt là sur du GPS ou sur des guidages un peu particuliers. Les Iraniens sont très forts d'ailleurs pour avoir du guidage avec des senseurs électro-optiques. Pour cela, il vous faut une bonne météo, et certaines sources annoncent que le raid avait été décalé à cause notamment de la météo. Autre image intéressante, regardez la tenue des pilotes. Si vous comparez à d'autres images partagées par l'armée israélienne, là il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas d'insigne. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle les tenues sanitisées pour la guerre. Vous n'avez pas le droit de prendre votre téléphone portable perso, vous avez un téléphone professionnel avec pas beaucoup de numéros dedans, et vous vous retrouvez dans une tenue où vous avez votre carte de convention de Genève. Pas de la peine de faire de blagues sur l'armée israélienne. Vous avez votre convention de Genève et vous avez vos affaires de survie, vos chargeurs, vos armes
Car le gros danger sur une mission comme ça, c'est d'être échec au ravitaillement, de casser quelque chose, de se retrouver avec des pannes sur des avions vieillissants, par exemple panne moteur en F-16 au-dessus de l'Iran. C'est pas une situation d'avenir. Donc ils ont dû réfléchir à leur plan de CSAR, Combat Search and Rescue, la recherche et sauvetage de combat. Qu'est-ce qu'on fait si on a un pilote qui se retrouve éjecté? Et dans leur tête là, et il faut pas, c'est pas parce qu'on voit ces raids maintenant quasi de manière hebdomadaire qu'il faut croire que c'est facile. Pas parce que ça se passe bien pour les Israéliens qu'il faut se dire ah bah c'était facile ce qu'ils ont fait. Non, en face, il y a du S-300, il y a du S-400, c'est pas du tout des raids faciles, vous faites ça de nuit, ça dure de longues heures, il y a énormément d'avions en vol, 100 avions sur 3 vagues, il y a des ravitaillements, des points à pas louper, et ça demande un haut niveau de professionnalisme et surtout un haut niveau d'entraînement pour y arriver. Et se dire ah bah les défenses anti-aériennes iraniennes ont apparemment rien intercepté, c'est que leurs S-300 S-400 sont mauvais. Et de mon point de vue, sombrer dans un biais de confirmation, car la réalité, c'est non. C'est que là, l'armée israélienne, qui est ultra entraînée, qui a tiré des milliers de bombes, on en a parlé, je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou pas bien, mais c'est un fait, ils ont tiré plus que la plupart des bombardements de la Seconde Guerre mondiale sur l'Europe cumulée. Ils ont acquis de l'expérience. Alors, ils ont peut-être acquis de l'expérience du côté de Gaza, sans grosse menace sol-air, mais du côté de la Syrie, du côté du Yémen qui a eu la capacité à abattre des drones américains assez régulièrement, il faut quand même se méfier un petit peu plus. Et c'est cette capacité opérationnelle qu'ils ont utilisée et qu'ils ont mis en avant pour réussir à venir taper CS-300, CS-400, et ça ne se fait pas tout seul, surtout avec des monomoteurs. F-35 c'est monomoteur, F-16 c'est monomoteur. Rappelez-vous le pilote jordanien qui s'était éjecté. Il avait mal fini, et c'était pas qu'il avait été abattu, c'est qu'il avait eu un problème technique. Donc quand vous voyez ce genre de raid qui réussit bien, ce n'est pas seulement grâce aux officiers de renseignement, aux pilotes, aux navigateurs, c'est également grâce aux mécaniciens qui arrivent à maintenir leurs avions en vol. Voilà, sur à peu près 250 avions de combat, on envoyait 100, c'est une performance, même si on n'est pas étonné de la part des Israéliens, car rappelez-vous la guerre des 6 jours, sur 200 avions de combat, ils en avaient envoyé plus de 190 et ils avaient fait 3 allers-retours pour bombarder toutes les bases autour. Donc c'est un mode opératoire connu, j'ai envie de vous dire, côté israélien. Ensuite, au niveau du roulage, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des sortes de protections pour les avions. Grosse différence avec ce qu'on peut voir par exemple en Russie. Vous avez ces protections qui font que si par exemple vous avez un drone qui vient taper sur la protection d'un F-15, il y a peu de chances qu'il y ait des morceaux qui viennent endommager l'avion d'à côté. Ils sont vraiment très bien protégés à ces petits shelters, ces petites hangarettes qui sont réfléchies pour minimiser les impacts et également protéger de la vue de drone ou de la vue satellitaire la position des F-15 sur la base. Autre image, on voit ces F-16, la F-16I avec les réservoirs, les CFT dont on parlait. On a également de la femme pilote, femme navigatrice pour être précis, en place arrière, NOSA, navigateur officier système d'armes, qui sont mis en avant par la communication israélienne. D'ailleurs, on voit que ça fait du petit selfie à la fin du vol. Aucune image sur ce qu'est de l'armement, on refera une vidéo, n'hésitez pas à vous abonner dès qu'on a plus d'informations sur l'armement utilisé. Par contre, gros point, grosse mission de SEAD, donc de Suppression of Enemy Air Defense, contre du système d'origine russe. Ça va donc être extrêmement riche en retour d'expérience. Je suis sûr que les Américains vont pouvoir en profiter. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 48 heures, une unité de F-16 américains ont été descendus, ont été ramenés dans la région et leur spécialité, accrochez-vous bien, c'est la SEAD. Donc il ne faudrait pas non plus s'étonner si les Américains ont proposé des informations, voire ont coaché un petit peu certains pilotes israéliens pour être le plus efficace possible en SEAD, SEAD qui demande beaucoup d'entraînement, et où les F-35 ont peut-être pu montrer leur capacité de pénétration. Allez, maintenant on passe sur les 2 cents. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer derrière? On a fait une vidéo sur le fait que si l'Iran décidait demain de dire on contre-attaque, on envoie 1000 missiles balistiques, on pourrait se retrouver dans un alignement de planètes qui fait que les Israéliens décident d'appuyer sur le bouton nucléaire. Très peu probable, mais ça sera un alignement de planètes qui se défend. On a fait une vidéo sur le sujet. Je vous rassure, je ne pense pas que c'est ce qui va arriver. Le plus probable, ce serait que tout le monde s'arrête là, qu'il y ait un statu quo, ils arrêtent là, jusqu'à la prochaine étape où si les Israéliens rattaquent, refont des assassinats ciblés sur le territoire iranien, les Iraniens envoient des missiles balistiques en prévenant. Pourquoi ils préviennent? Pour éviter l'escalade nucléaire, et ainsi de suite. A noter qu'à l'heure actuelle, les Américains ont déployé le THAAD, là, leur gros système de défense anti-balistique, et surtout avec 100 militaires américains pour le mettre en œuvre. Donc à l'heure actuelle, il y a 100 militaires américains qui servent à protéger l'espace aérien israélien, qui a montré ses limites face aux vagues saturantes de missiles balistiques iraniens. Maintenant, ce système
peut être également saturé. On sait qu'il peut gérer environ une centaine de missiles balistiques. Au-dessus, ça va devenir compliqué pour celui-là. Donc face à un raid de 1000, voilà, ça pose quand même des soucis. Ce qu'il va falloir voir dans les prochains jours, c'est si c'est propre, principalement les gardiens de la Révolution qui ont été ciblés au niveau des frappes sur les casernes ou pas. Si ça vous intéresse, on fera une vidéo sur les gardiens de la Révolution. C'est particulier en Iran, ça vaut le coup de comprendre ce concept. Et juste pour noter quand même, l'Iran c'est quand même un cas assez particulier. Cette année, en janvier 2024, rappelez-vous, ils avaient bombardé le Pakistan et le Pakistan avait répondu en les tapant. Donc cette année, ils ont été en conflit, échange de coups de feu et de raids, si on peut dire, avec le Pakistan et là avec Israël. Et Israël, c'est la deuxième fois, car en réponse de la frappe d'avril, déjà les Israéliens avaient frappé un système S-300 à côté d'une centrale nucléaire en Iran. En définitive, ce qu'on peut dire de tout ça, et si on compare les deux modes opératoires, d'un côté, vous avez de la saturation avec peu de précision. On a vu sur l'étude du BDA, de l'analyse des frappes sur la base de Nevatim dans le désert en Israël. Quand vous avez plein de missiles balistiques iraniens, ça sature, mais ce n'est pas précis. Le dernier kilomètre, si vous voulez, l'affinage final n'est pas précis. Côté israélien, les premières images qui sont sorties, vous avez cette capacité à être très précis, mais du fait du format d'armée et du modus operandi, donc on envoie en fait les avions de chasse, mais on se retrouve avec une capacité de frappe qui n'est pas la même d'un point de vue volume. Mais derrière, en termes de résultats, c'est plus chirurgical, c'est beaucoup plus à l'occidental. Et vous êtes sur un PK, à probabilité de kill, à probabilité de faire but qui est beaucoup plus fort. C'est dû, voilà, différence de choix technologique. Moins de matériel, mais beaucoup plus cher, là où l'Iran, bloqué par les sanctions internationales pendant des années, a développé une industrie qui lui a permis d'être très efficace d'un point de vue saturant, avec beaucoup de volume pour compenser un manque de précision. C'est deux modes différents, je ne dis pas qu'il y en a un meilleur que l'autre, c'est deux manières de faire différentes. Ce n'est pas parce que ce raid a réussi que ça veut dire que les S-300 et S-400 ne sont pas des bons systèmes de défense ou que les Iraniens sont incapables de défendre leur espace aérien. Là, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des radars en moins. Ça va leur poser des soucis, ça leur a fait très mal. Maintenant, quel est le volume de leur système et leur capacité à renouveler, on ne sait pas à l'heure actuelle. Et sur le marché, ça ne doit pas être évident à trouver en ce moment. Il y a donc une grosse capacité pour les Israéliens de refrapper à nouveau, mais encore une fois, limité par leur nombre de vecteurs et donc limité dans le nombre de bombes, si vous voulez, de missiles qu'ils peuvent amener sur le sol iranien dans un laps de temps donné. L'Iran a de son côté sa profondeur stratégique, la taille de son pays. Pour rappel, Israël est un petit pays, ce qui le rend beaucoup plus vulnérable à ces frappes saturantes à très haut volume, qu'ont prouvé savoir faire les Iraniens. Pour terminer cette vidéo, je vous propose un petit moment franco-français avec une citation de Jean de La Fontaine dans Le Chat et le Vieux Rat. La méfiance est mère de la sûreté. Personnellement, j'espère que les deux protagonistes vont s'arrêter là. C'est sûrement ce qu'il y a de mieux pour l'équilibre de la région et pour tout le monde, y compris nous en France. Mais n'oubliez pas, pour conclure cette vidéo, que ce que l'on voit en source ouverte et l'information dont on dispose est loin d'être complète. Si nous savons 60 à 70% de la vérité grâce aux sources ouvertes, ça serait déjà une très bonne chose. Et rappelez-vous toujours qu'un élément, une information, peut changer complètement la compréhension d'un événement. Donc, qu'il faut admettre que l'on ne peut pas tout savoir, que l'on peut essayer de tendre vers la compréhension d'une situation, mais que nous ne sommes pas dans le secret. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et d'ici là, fly safe.